L'existence est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. C'est pourquoi l'entrepreneuriat est un voyage dont le sentier est jonché d'épines, de troubles, de profondes et d'effroyables frustrations. Mais il se trouve que ce sont ces frustrations qui soient le carburant qui permettent aux uns et aux autres d'évoluer en mettant sur pied des initiatives innovantes pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Dans notre contexte africain, lorsqu'on se dit entrepreneur, il faudrait pouvoir le concevoir en avance avant de pouvoir le matérialiser. C'est pour cette raison que le réseau Penser Entreprendre a décidé de participer à ce grand banquet pour permettre à ceux qui viennent derrière de s'inspirer de véritables valeurs de nos dévanciers afin d'éviter une potentielle césarienne si ça pourrait arriver. Et pour cela, il a mis sur pied une initiative qu'on appelle à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Il s'agit d'aller auprès de ceux qui font un travail énorme dans l'ombre, d'aller auprès de ceux qui font un travail important et indispensable pour notre communauté, mais qui ne sont pas suffisamment mis en avant pour que ceux-ci puissent partager avec la postérité leurs expériences afin que ceux-ci les grandissent et leur permettent de voir les choses autrement. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un homme exceptionnel, d'un homme formidable, d'un homme fantastique. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail important. Et si je vous parlais de l'architecture, qu'est-ce que vous en savez? Que voulez-vous en savoir? La suite, très bientôt, parce que nous allons rencontrer un architecte chevronné qui nous donnera son expérience de l'architecture en Afrique, globalement et plus principalement au Cameroun, les défis auxquels les architectes sont confrontés au quotidien, pourquoi tant d'effondrements d'ici, d'ailleurs, par-ci, par-là, sans véritable raison. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la possibilité de démystifier ce programme avec un interview fascinant qui vous arrive dans quelques secondes. Alors ici, nous sommes dans le cabinet Focus International Group, une initiative de M. Prince Nyangon, dans lequel vous avez les principaux services suivants. Le conseil, parce que si vous voulez concevoir un travail d'architecture, il faudrait que vous ayez une idée de l'aventure que vous allez initier. Donc on commence par les conseils pour vous donner les bases optimales qui vont vous permettre de réussir votre chantier. Après les conseils, naturellement, vous allez entrer dans la conception des plans. Après la conception des plans, la réalisation va suivre. Et maintenant, dans la réalisation, il y a suivi étape après étape. Donc, c'est tout cet ensemble que lorsque vous intégrez ce cabinet, vous avez la possibilité de bénéficier de ces services de A à Z qui vont vous permettre de réussir votre travail de construction. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il partagera avec nous quelle est son expérience, quelles sont ses réalisations et qu'est-ce qu'il pense globalement de l'architecture en Afrique et principalement au Cameroun. Alors, s'il faut faire une brève présentation de M. Prince Nyangon pour la bonne gouverne de ceux qui nous regardent, de manière globale, qui êtes-vous? Merci, je suis Prince Nyangon, Nyangon Steve Prince. Je suis camerounais et je suis architecte. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'espère que je serai aussi architecte. Ça veut dire qu'il y a là un positionnement de quelqu'un qui est humble, qui comprend qu'il y a un métier où il doit faire carrière et il doit faire ses preuves. Donc je suis architecte de formation, je suis architecte de métier, j'espère que je finirai architecte. Wow. Donc je suis formé et diplômé de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme à Niamo, à Lomé, au Togo, boursier d'État camerounais. Et je suis rentré au Cameroun, ça fait bientôt 8 ans. Et j'ai pas mal roulé ma bosse, travaillé pour le cabinet Coduc du grand architecte François Elemba. Commencé sa carrière en travaillant sur le projet de Bafoussam, du stade de construction de Bafoussam Kwekon, comme architecte de suivi. Et après, j'ai travaillé pour le compte du cabinet Bâti Concept Plus à Yaoundé, de l'architecte Serge Amassa. Et c'est bien après que, effectivement, j'ai créé mon propre cabinet qui au départ s'appelait Focus Group. Et
qui aujourd'hui s'appelle Focus International. Il faut dire que je suis architecte à l'Ordre national depuis 2017 et je suis à ma deuxième mandature comme commissaire aux comptes pour le compte de l'Ordre national de l'architecte du Cameroun. D'accord. Donc en gros, professionnellement, voilà un peu... C'est plutôt une très belle expérience, c'est plutôt un très bon parcours, Oui. et c'est même plutôt la preuve que justement vous avez de la substance, parce que lorsqu'on regarde les différents projets dans lesquels vous avez été impliqué, ça prouve justement qu'il y a du crédit dans votre expérience. Mais de manière globale, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat africain et plus particulièrement au Cameroun? Honnêtement, je pense que c'est l'avenir. Honnêtement, je pense que c'est l'avenir parce que les États sont en compétition dans l'espace mondialisé. Et cette compétition doit se faire par les entreprises. Parce que chaque entreprise, dans l'espace mondialisé, va chercher à aller prendre des parts de marché. Exactement. Dès lors qu'on a brisé les frontières, les frontières normalement, pas géographiques, mais les frontières culturelles, les frontières, j'allais dire, sociales, linguistiques, peut-être même politiques, oui. Voilà, pour créer le grand ensemble qu'on veut créer. Donc l'avenir, ce sera vraiment l'entrepreneuriat, parce que si les Africains ne se mettent pas à l'entrepreneuriat, ben, ils vont subir les affres de l'entrepreneuriat occidental, qui par ces multinationales et ces mastodontes, effectivement, viendront ici prendre toutes les parts de marché. Donc ce n'est même pas une affaire c'est pas une affaire de choix, ou c'est une nécessité, mais alors une nécessité vitale des Africains de se mobiliser pour pouvoir chercher non seulement à capter les marchés africains, et pourquoi pas aller à l'international. D'accord. Donc dans le vaste rendez-vous du donner et du recevoir, la question c'est qu'est-ce que l'Afrique apporte. Exactement. Et la réponse sera par les entrepreneurs africains. D'accord, d'accord. Moi, je retiens simplement que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, il faudrait que l'Africain et que l'Afrique plus globalement aille aussi à la rencontre ou alors à la confrontation de ces grandes mastodontes-là pour essayer d'apporter sa plus-value. Et là, maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question. Qu'est-ce qui a motivé la création de Focus International Group et quelles sont ses perspectives d'avenir? Honnêtement, c'est le métier d'abord. L'architecte, c'est un métier libéral. Ça veut dire qu'un architecte, normalement, enfin, la plupart des architectes aspirent soit normalement à créer leur cabinet pour exercer leur art. Vous savez, l'architecture, c'est l'art sacré. Pour exercer leur art en toute liberté et responsabilité. Donc, c'est un métier d'abord voilà, met en avant le caractère libéral. L'architecte n'est pas lié à pour répondre aux sollicitations des clients, des maîtres d'ouvrage. Voilà, donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'estimais que j'avais déjà accumulé, en disant merci aux aînés, j'avais déjà accumulé quand même un certain background. Je me suis dit, il est temps, effectivement, il est temps de passer à l'acte. C'est-à-dire que de créer son entreprise, bon an, mal an, d'apporter des réponses, n'est-ce pas, aux sollicitations sociales. Ouais, c'est-à-dire les clients, les donneurs d'ordre, les politiques, tout ce qu'on veut. Et voilà, et d'imprimer sa marque, quoi. Parce que j'ai toujours cru que je suis un Camerounais pessimiste, optimiste, pardon, et africano-optimiste, toujours. Ça veut dire afro-optimiste, si on veut, pour dire que moi je pense que le développement partira d'ici et que chacun doit sortir ce qu'il a de plus profond en lui-même pour apporter la lumière, quoi. Voilà, donc c'est la petite lumière que j'apporte. Et c'est pas facile, mais bon an, mal an, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Bon, là, on se rend compte qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes construisent sans consulter des architectes qualifiés, sans consulter des personnes qui ont la qualification en la matière. Et on observe quotidiennement des effondrements. On entre dans des maisons où les pièces n'ont pas une forme peut-être géographiquement reconnue et on se trouve comme coincé et constipé dans son esprit. Quelle est votre appréciation à cet effet? Seuls 2% des bâtiments qui sont construits au Cameroun ont une patte d'architecte. Vous voyez, ça veut dire que plus de 90% de ce qui se construit au Cameroun n'est pas fait par l'architecte. C'est-à-dire que 90% ne connaît pas une intervention de l'architecte.
Et aujourd'hui, nous pleurons à Mankolo. Nous avons pleuré à Ngwaché. Nous avons pleuré à Douala. J'ai même pas envie de dire Gaoundéré. Hein? Si rien ne se passe, nous allons encore pleurer. Et c'est dommage. Parce que l'architecture, c'est un métier qui est régi par la loi. C'est pas quelque chose... Et c'est un métier d'abord millénaire. Vous voyez, 5000 ans avant que nous soyons là, on avait déjà fait les pyramides. Donc c'est un métier millénaire. C'est pas un métier qu'on découvre. C'est pas un métier qui naît de l'ex nihilo. C'est un métier millénaire. C'est un art sacré. Vous savez, l'architecture, c'est le premier des arts dans les beaux-arts. Donc que les Camerounais apprennent, que les Africains, enfin surtout les Camerounais, parce que le Cameroun dit qu'il est un continent, que les Camerounais apprennent à ne pas être en marge de la science, en marge de la technique, en marge de ce qui se fait. Parce qu'en réalité, le Cameroun n'est qu'un pays comme tous les autres pays. Comme tous les autres pays qui étaient aussi des petits pays qui sont devenus des grands pays. Voyez-vous, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne fais pas un plaidoyer pro domo pour les architectes. Je dis la vérité. La vérité est que la loi sur l'urbanisme est claire. Hein? Il faut remettre au centre du développement urbain un élément fondamental qu'on appelle la planification. Et ceux qui sont chargés d'aider, n'est-ce pas, les maires, les collectivités territoriales décentralisées à mieux gérer les collectivités, ce sont des professionnels, mais alors des professionnels qualifiés. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Vous voyez, il y a des humanistes, ils se plaignent aujourd'hui, qui ne sont pas consultés. Pourtant, je vous dis bien, l'élément fondamental pour gérer la ville, c'est la planification. Mais est-ce que nos villes sont planifiées? Est-ce que nos villes sont planifiées? Pourtant, il y a des documents qui existent. Il y a des documents réglementaires. On parle des POS, plan d'occupation des sols. On parle de PS, plan sommaire, plan de secteur, un plan sommaire d'urbanisme, PDU. Il y a tellement de documents qui sont opposables aux tiers. Ça veut dire qui revêtent un caractère obligatoire. Hein? Il y a une superficie, n'est-ce pas, de construction qui voudrait que ce ne soit qu'un architecte qui intervienne. Mais est-ce que c'est respecté? C'est ça. Hein? Il faut tout faire pour revenir à l'orthodoxie. Et ce sera pour le bien de tous. On ne va plus pleurer. Yaoundé, c'est une ville aux 7 collines. Ça veut dire que ce n'est pas construit avec la colline qui est le problème. Sinon, on ne construirait pas Yaoundé. Puisque Yaoundé, c'est les collines. Ça veut dire qu'il y a des dispositions particulières à prendre lorsqu'on veut construire. Et il faut dire quelque chose aux gens. La ville coûte cher. Il faut arrêter de croire que la ville coûte cher. Une ville coûte cher. Même si parfois on veut faire croire le contraire. Pour gérer la mobilité, pour gérer l'assainissement, pour gérer l'étalement urbain, bien entrer dans une logique de densification. C'est des importants moyens. Comme la ville coûte cher, se construire coûte cher. Surtout si on veut se construire de manière moderne. Se construire coûte cher. C'est un investissement. Et dès qu'on parle d'investissement, on parle de rentabilité. On parle de rentabilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir construire, faire un investissement aussi important et que ce ne soit pas efficace au niveau de la rentabilité. Alors, celui qui garantit la rentabilité de l'investissement de la construction, c'est l'architecte. Parce que la base, c'est de faire d'excellentes études. Il faut faire d'excellentes études. J'entends souvent où les architectes ils coûtent cher et tout. Mais comment vous pouvez construire 100 millions et ne pas vouloir dépenser 10 millions pour les études? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Il faut être en règle avec la réglementation. Il faut déposer un dossier de permis bâtir en bonne et due forme. Et ce dossier de permis bâtir, en réalité, vous met en règle avec la collectivité. Vous voyez? Et non seulement vous met en règle avec la collectivité, voilà, c'est la preuve que votre projet a été bien fait. Lorsqu'on vous accorde un permis de construire et plus tard un certificat de conformité, c'est que votre construction, vos études sont propres. Ça a un coût. Et le coût là, c'est quoi? Il faudrait qu'on explique, que les gens comprennent. Dans l'acte de bâtir, il y a plusieurs intervenants dans l'acte de bâtir. Vous avez le géomètre, topographe, bien géomètre expert, si vous voulez. Vous avez l'architecte qui pilote un peu, qui coordonne un peu, voilà. Vous avez le bureau d'études techniques. Parce qu'il faut bien faire
les études de structure. Il faut bien faire les études de l'eau technologique, tout ce qui concerne l'électricité, courant fort, courant faible, la clim. Vous croyez que tous ces gens-là, ils sont rémunérés par quoi? C'est pour ça qu'on parle de notes d'honoraires. C'est pas de la paie, on ne vend pas le livre, ou bien vendre un objet matériel. Oui, on parle de notes d'honoraires, parce qu'il y a un ensemble d'experts qui interviennent. L'architecte est là, parce que c'est lui qui est le maître d'œuvre. Mais il est accompagné de ces experts-là pour rendre un document technique qui va vous permettre, vous, de contacter avec une entreprise. Et l'architecte ne s'arrête pas là, parce qu'il doit surveiller les travaux. Parce qu'il faudrait que les travaux soient faits selon les règles de l'art. Parce qu'il y a une différence que bâtir et art de bâtir. Jean-Baptiste, mais est-ce qu'il bâtisse dans l'art? C'est ça la question. Donc du coup, la question des honoraires, la ville coûte cher, se construire coûte cher. Il faudrait, et il n'y a pas de honte à ne pas pouvoir construire. Parce qu'il y a quelque chose là qu'on a construit dans la tête des gens, des Camerounais, c'est si tu n'as pas de maison, c'est que tu es... Non, tu n'as pas quelle maison? Parce que c'est ça. C'est ça. Tout le monde se dit, bon voilà, je vais construire. Chacun récupère, l'autre va sur les bas-fonds, l'autre va sur des marécages, cherche des flancs de collines. Mais s'il y a les flancs de collines, il y a des dispositions particulières. Ça a un coût. Il ne faut pas se mettre en marge de la science, ou bien en marge de l'histoire, ou bien en marge de la civilisation. Non, parce qu'on est le continent. Non. Donc, moi, les questions sur celui qui sait qu'il a saigné, ou bien il saigne pour avoir 5 francs, et il aimerait effectivement investir ces 5 francs pour pouvoir bien voir la rentabilité, il ne devrait même pas se poser la question. S'il se pose la question, c'est qu'il y a problème. C'est comme ça que je réponds un peu à cette question. Voilà. Là, c'est même plutôt une réponse assez élucidée, parce que ça permet d'orienter la compréhension de ceux qui nous regardent et qui sont en train d'apprendre. Et je vais renchérir en disant que votre parcours, naturellement, beaucoup de personnes ne le savent pas. Peut-être ceux qui sont proches de vous le savent. Quels sont les différents travaux dans lesquels vous avez été impliqué, si jamais cela pourrait être cité, et quelle est la plus-value que vous apportez globalement? Bien, bon, vous savez, les projets privés revêtent un caractère un peu secret professionnel. Mais, comme j'ai dit, nous avons travaillé sur plusieurs projets importants, que ce soit de l'ordre du résidentiel, de l'ordre du collectif, logement collectif. Nous avons travaillé sur les projets dont je suis fier. C'est des petites lumières dans je n'ai pas envie de dire dans les obscurités, parce que les gens ont tendance à dire les petits projets. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime beaucoup. Les choses comme des caveaux, vous voyez, parce que ça revêt quelque chose d'assez sacré, d'assez symbolique pour les gens. Mais sur le plan de la volumétrie, de l'espace, ça a l'air petit, c'est un caveau. Vous voyez, un mausolée. Moi, nous avons travaillé sur des mausolées importants. Nous avons travaillé sur des églises, voilà, des petites églises. Et sur les projets étatiques aussi, publics aussi. Dieu merci, avec un confrère architecte, nous avons travaillé, nous avons aidé des membres de la commission de l'Assemblée nationale sur un projet important. Ça a été une très belle expérience parce que nous avons travaillé un peu dans le cadre étatique. On était vraiment dans... c'était une très belle expérience parce qu'il fallait présenter le projet aux députés et tout ça. Ça a été... Qu'est-ce que ça fait de se confronter avec ces autorités, puisque certaines personnes ont une compréhension floue de cet aspect de collaboration? C'est-à-dire que les autorités, en fait, l'architecte, c'est un grand conseiller technique, en gros. C'est un grand conseiller technique. Il permet aux politiques, ou bien aux fondés de pouvoir, d'avoir la meilleure signature possible sur un document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un fondé de pouvoir a devant lui un projet, que sa signature soit protégée. Ça veut dire qu'on ne lui fasse pas signer n'importe quoi, parce que c'est lui qui va porter la lourde charge de la responsabilité. Donc l'architecte est là pour aider le fondé de pouvoir à signer le meilleur document possible pour son bien personnel, pour le bien du pays, pour le bien de la civilisation tout court. Voyez-vous, quelqu'un qui a la charge de gérer, par exemple, 200 milliards, qui a la charge de gérer, par exemple, 50 000 personnes, 100 000 personnes, 15 millions de personnes, 20 millions de personnes, il passe son temps à faire
des choix. Vous voyez? Et parfois, ces choix-là, lorsque le boomerang revient, c'est-à-dire lorsque, vous voyez, ça lui revient à la figure et les conséquences sont... Donc l'architecte a ce rôle-là. C'est pour ça qu'un architecte digne de ce nom doit rester libéral, de mon point de vue, et il doit rester un grand conseiller technique. Raison pour laquelle on n'a pas peur des autorités. Au contraire. Au contraire, les autorités sont fiers de voir les architectes. Parce que ça permet en fait à l'autorité d'avoir le meilleur projet. C'est-à-dire de protéger sa signature au maximum. Vous imaginez, le président, j'ai oublié son nom, le président du Brésil, à une époque, j'ai oublié le nom, ça me reviendra, quand il voulait reconstruire la nouvelle capitale, qui est Brasilia, mais il avait son architecte. Qui est effectivement le très grand Oscar Niemeyer. Quand il est décédé, je rappelle, quand il est mort au Brésil, il y a eu 3 jours de deuil national. Oui. Décrété par le président de la République. 3 jours. Parce qu'il a bâti Brasilia sur ses mains. C'est-à-dire que Brasilia, c'est le bébé d'Oscar Niemeyer. Et vous imaginez Brasilia qui fait la fierté aujourd'hui des Brésiliens, qui a fait la fierté sur le plan politique du président de la République. Parce qu'il a écouté les conseils. Il a écouté son grand conseiller technique. Il a écouté son grand conseiller technique sur des axes, sur des grands projets, avec l'urbaniste Julio Costa. C'est eux qui ont bâti Brasilia. Ça veut dire que les maires, chaque maire gagnerait à avoir un architecte. Chaque maire, chaque président du conseil régional gagnerait à avoir un architecte. Les députés, et bien les sénateurs qui partent voter des lois, parfois, ils doivent s'entourer d'experts parce qu'ils vont travailler. Vous savez, l'avenir. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent là vont se poser avec beaucoup plus d'importance demain. Les problèmes d'urbanisation. C'est un problème de structure pour le développement de nos États. Voyez-vous, il pleut à Yaoundé. Quand il pleut 4 heures à Yaoundé, tout le monde commence à dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire à la télé? Il a plu 4 heures. Qu'est-ce qu'on va dire à la télé? Parce qu'on a peur des éboulements, on a peur des inondations, on a peur. Mais les phénomènes là vont s'accentuer. Avec les changements climatiques, avec l'explosion démographique, toutes les politiques doivent être basées sur l'urbanisation. Donc, un député qui sera à l'Assemblée ou bien un sénateur qui sera au Sénat en train de discuter doit avoir des grands conseillers techniques parce qu'ils vont voter des lois. Ils vont signer, ils vont voter des choses pour le peuple. Vous voyez que c'est important. Donc l'autorité, en fait, l'autorité gagnerait non seulement à avoir un architecte, mais un architecte indépendant. Voilà, qui a le regard froid, qui a le regard de l'artiste. Parce que l'architecte, c'est un artiste scientifique. Parce que l'architecture est art et science. Voilà. Parce que vous savez bien, le peintre, un grand peintre qui sont des grands artistes, peut finir de faire sa toile. Si on n'aime pas, il met le... Mais lorsqu'on a déjà construit, c'est au moins 100 ans. Et si c'est une horreur, ce sera une horreur. C'est pour ça qu'on dit que l'erreur du médecin, c'est la tombe. Mais l'erreur de l'architecte, c'est un monument. Parce que ça demeure. Et son nom est sali pendant 100 ans. Donc, tous les maires, les hommes politiques, les sénateurs, les ministres, et j'ai envie de dire les chefs d'État. Parce qu'il y a les architectes des chefs d'État. Je peux vous citer beaucoup en Afrique. Je vais vous citer par exemple au Sénégal. L'architecte Goudiaby Atepa Pierre a été le conseiller spécial du président Wade. C'est avec le président Wade qu'ils ont fait le monument de la Renaissance africaine, qui est la fierté de l'Afrique. C'est sous la houlette du président Wade, avec son architecte Goudiaby. Ils ont appelé le grand artiste plasticien qu'on appelait Ousmane Sow pour construire ça, pour les générations. Et en termes de tourisme, en termes de fierté, ce monument fait la fierté du Sénégal. Vous voyez? Donc, je peux citer aussi Pierre Fakouri en Côte d'Ivoire, qui a fait la basilique de Yamoussoukro, avec le président Houphouët-Boigny, l'école polytechnique et tout ça. Vous voyez, en France, on a eu Jean Nouvel, qui a été l'architecte d'un certain nombre de chefs d'État. Donc, les chefs d'État, ils connaissent ça. Parce qu'ils doivent poser des actes politiques, des actes visibles. Et qui de mieux
que le grand conseiller technique et l'architecte. Voilà. Nous sommes donc en train de tendre à la fin de cet échange qui a été, ma foi, très houleux, très profond, très pertinent. Et pour la bonne gouverne de ceux qui nous regardent, quels sont les conseils que vous pourrez donner aux jeunes qui aspirent à l'architecture comme vous? Que ce soit aux architectes, que ce soit aux entrepreneurs, que ce soit aux décideurs, la maison individuelle dans les pays en voie de développement ou prosaïquement des pays pauvres, laisser chacun faire sa petite maison, hein, ne va pas résoudre le problème. Donc il sera question de travailler un peu en termes d'économie d'échelle, vous voyez, de susciter auprès des Camerounais des vrais promoteurs immobiliers. Parce que si on a quelques promoteurs immobiliers à qui on laisse en réalité ce champ-là, de dire que, ok, vous avez la lourde responsabilité de construire les logements de masse. Voyez-vous? Donc, j'ai envie de dire ici que les architectes essayent de muter leur réflexion pour entrer dans une logique d'architecture-développement. C'est-à-dire que pour qu'on ait des écosystèmes, c'est-à-dire que nous ayons des écosystèmes, voyez-vous, c'est-à-dire prendre une parcelle, pas une parcelle, mais plusieurs lots, hein, en faire des petits quartiers modèles, voyez-vous, et travailler de la promotion pour permettre effectivement aux Camerounais de mieux se loger. Et ça permet aussi aux décideurs de mieux contrôler, parce que le promoteur va respecter les règles. Et il pourra avoir des exonérations fiscales et tout ce que vous voulez, mais c'est l'avenir. Et c'est dans ça que Focus International Group, que je dirige, veut tendre. C'est-à-dire faire du développement. Développement veut dire que de l'acquisition foncière, en passant par la conception architecturale, la construction et la vente. La vente du bien. C'était important quand même de dire ça. Et c'est une piste que nous lançons pour les jeunes archis, pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes ingénieurs. Réfléchissez toujours à une question d'échelle. Sortir de la petite échelle. Et on est venu enfermer les Africains dans ça. C'est-à-dire que chacun pense pour sa maison, pense pour lui, mais développer des grands ensembles et développer des grandes solutions, hein, ça aura plus d'impact pour le pays. Et partant de là, quel est le parcours entrepreneurial que vous avez connu? Et surtout les différentes difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Bon, entrepreneur depuis 3 ans et demi, parce que architecte depuis 8 ans. Bon, les difficultés sont celles de tous les entrepreneurs en général. Hein. Les difficultés de paiement. Oui, le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Et ça nous ramène à contextualiser un peu les choses qu'on apprend à l'école. Hein, vous savez, à l'école, tout est théorique, tout est beau. Hein? Mais dans la réalité, c'est pas le cas. Il faut, en Afrique, bien au Cameroun, il faut user de beaucoup de stratagèmes, parfois pour se faire payer. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils font exprès, c'est qu'en réalité, on est dans un pays pauvre. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens se battent comme ils peuvent pour réaliser des projets. Donc, il faut trouver nous-mêmes des stratégies, effectivement, pour pouvoir... et l'une des stratégies, c'est bien identifier les besoins et répondre scientifiquement aux besoins des clients. Donc, il y a la difficulté de paiement. Il y a aussi comme une sorte d'omerta. Et Dieu merci, avec les réseaux sociaux, ça commence déjà quand même à aller sur l'accès à l'information. Voilà. L'accès à l'information utile, la vraie information. Parfois, il semblait un peu opaque, de mon point de vue, mais ça commence déjà tout doucement à être... Il y a aussi le conflit générationnel entrepreneur. On a comme l'impression qu'il existe des murs entre les mastodontes des entrepreneurs, les grandes entreprises et les PME. On dirait qu'à part, il y a les grandes entreprises qui gagnent les gros marchés et qui sous-traitent ces gros marchés en réalité aux entreprises internationales. Pourtant,
on devrait créer une sorte de chaîne et créer les ponts entre les grands mastodontes qui signent des grands contrats. Mais s'ils signent des grands contrats, ça veut dire qu'ils peuvent faire des sous-traitances. Et ils doivent faire des sous-traitances avec des PME. Hein? Et ces PME-là, chacun va trouver son compte. Oui? Donc on a l'impression effectivement qu'il y a ça, il y a une sorte de différence entre, enfin, une sorte de distance. Oui? On a d'un côté des patrons qui sont exagérément, bougrement riches, mais qui ont leurs problèmes aussi. Mais on a une PME qui peine effectivement à trouver ses marques. Voilà. Et quelles sont les compétences requises pour devenir architecte? Très bien. Pour devenir architecte, c'est... Je vais d'abord rappeler en réalité le cursus. Enfin, sur le plan international, ça a été accepté comme tel. Être architecte, c'est 5 ans d'études, avec un baccalauréat scientifique. 5 ans d'études dans une école d'architecture reconnue par l'État, reconnue par l'ordre professionnel, l'ordre des architectes, et reconnue par les différents ordres, c'est-à-dire l'Union internationale des architectes et tout ça. Donc, 5 ans d'études dans une école d'architecture reconnue, et plus au Cameroun, 2 ans de stage. 2 ans de stage minimum dans un cabinet d'architecte, et qui sera sanctionné par une attestation, ou bien, voilà. Et le candidat, ou bien l'impétrant sera éligible, n'est-ce pas, à être inscrit, parce qu'il faut rappeler que nul ne peut exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes. C'est une loi, c'est la loi. Donc tout architecte doit être inscrit à l'Ordre national des architectes. Et pour être inscrit, c'est 5 ans, plus 2 ans de stage. Ça fait un total de 7 ans. Vous voyez, ça prend quand même un peu de temps. Et ça permet que l'impétrant puisse voir un peu... Maintenant, si j'aimerais sur les compétences, moi, je dirais que la première compétence, c'est la curiosité. L'architecte, c'est quelqu'un de très curieux parce qu'il travaille sur tout type de programme. Il va travailler sur les églises, il va travailler sur les banques, il va travailler sur les hôpitaux, il va travailler sur les maisons individuelles. Donc, il y a la curiosité qui est importante. Il y a aussi la formation continue. C'est quelqu'un qui doit être toujours en train de se former, tout le temps. Sinon, il devient... sinon, il devient, voilà, l'architecte, voilà, il y a cette compétence-là. Il faut s'actualiser tout le temps. Il faut être curieux. Il faut être patient. Et la patience, parce que même pour produire un projet, ça prend du temps. C'est des allers-retours permanents. Des allers-retours permanents avec le client pour arriver à un rendu. Vous voyez, ça prend du temps. Donc, il faut appréciable. Donc, il faut être quelqu'un de patient. Il faut avoir des compétences, on ne le dit jamais, mais il faut avoir des compétences en communication. Et, c'est le drame de l'école. Le drame de l'école, c'est qu'on forme des gens, mais on ne les forme pas. On se rassure seulement de donner soi-disant la compétence. Mais parfois, il y a des aptitudes qui sont importantes, des aptitudes professionnelles. La communication, par exemple, en est une. Il faut apprendre à communiquer. On n'est pas communicateur, forcément. On l'apprend. Donc, normalement, si quelqu'un va avoir des dispositions, il devrait apprendre ça. Il y a des choses comme l'assiduité, la ponctualité. Des choses qu'on n'apprend pas assez, mais qui sont des valeurs professionnelles très importantes. Voilà. Celui qui a ça, en réalité, le reste sera la technique. Ça va venir avec les projets, ça viendra avec l'expérience. Donc voilà un peu, en gros, bon, bien entendu, il y a les compétences scientifiques. Mais les compétences scientifiques qui s'actualisent tout le temps. Un architecte, c'est quelqu'un de très intelligent, qui doit être très intelligent, et qui doit demeurer très intelligent. Parce qu'il faut qu'il demeure intelligent pour répondre efficacement à tout type de sollicitation. La petite sollicitation comme la grande. Voilà. Avec, comme Frank Lloyd Wright disait, c'est produire des projets qui sont esthétiquement beaux et fonctionnels. Voilà. Monsieur Précis Niambon est certainement un époux, chef de famille et un entrepreneur. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cet ensemble de choses pour toujours garder l'équilibre? Je rappelle que je ne suis pas marié, donc je ne suis pas époux. Ça viendra.
Mais je suis chef de famille parce que en tant que voilà, grand frère, on a beaucoup, mais je suis papa. Donc je suis papa d'un garçon adorable que j'ai appelé Imhotep. Vous savez, Imhotep, ouais, mon fils s'appelle Imhotep, ça veut dire, Imhotep a été, pour nous qui connaissons un peu l'histoire de notre pays, enfin de l'Afrique, de l'Égypte antique, le premier savant de l'humanité. Donc, vous voyez que quand je lui dis comme ça, quand il aura il a 3 ans aujourd'hui, mais quand il aura le niveau, je vais lui expliquer que ton patronyme veut dire quelque chose, il faudrait que tu prennes tes responsabilités. Imhotep a été le premier architecte, le premier médecin, il était vraiment le premier savant, voilà, et c'est ça. Mais je suis très, très famille, parce que grand frère, très loyal en amitié. Parce que je dis toujours que les parties les plus visibles du corps sont les moins importantes à la survie du corps. Ça veut dire que les parties les plus importantes, c'est ce qu'on ne voit pas. Les éléments comme l'amitié, ça n'a pas de prix. Les éléments comme la famille, les valeurs familiales, ça n'a pas de prix. Les valeurs patriotiques. Voyez-vous, on se dit toujours, pourquoi on voit la photo du chef de l'État? Moi, ça n'a rien à voir, c'est le chef de l'État. Il faut respecter le chef de l'État. Voilà, il faut respecter l'institution, il faut respecter son pays. Vous voyez, ces valeurs-là, en réalité, n'ont pas de prix. Et ça permet de maintenir le futur entrepreneur en équilibre. L'équilibre, c'est très important. Surtout, voilà, vous ne pouvez pas bien aller loin si vous n'êtes pas bien inspiré. Donc, il faut une bonne inspiration par ses amis, par le pays, par sa famille, pour avoir une meilleure projection. Voilà. Le problème que les jeunes ont maintenant, c'est qu'il manque d'inspiration. Raison pour laquelle c'est important ce que vous faites. De dire qu'il faut qu'on puisse donner les moyens aux jeunes de mieux s'inspirer. Parce que nous avons les modèles importés qui reposent sur quoi? Nous disons les success stories. Mais en fait, ça repose en réalité sur quoi? Vous savez, il y a des gens qui partent dans la vie à l'échelle de 1 à 10 et qui commencent à 7. Mais vous voyez, si vous commencez à 7 et vous atteignez 9 sur 10, il y a quel mérite? Mais prenez-vous quelqu'un qui commence à moins 15 et qui arrive même à 2. Vous voyez le chemin parcouru, vous allez vous rendre compte que c'est pour ça que c'est très bien de chercher vraiment qu'on ait nos propres modèles. Vous savez, on faisait la physique. En physique, lorsqu'on répond à une problématique, à une question, on commence par définir ce qu'on appelle le système. Définir le système, définir le référentiel, définir les repères. Parce que toute solution qui est en dehors d'un système, en dehors d'un référentiel et en dehors d'un repère, en réalité n'est pas une solution. Les Africains manquent de système. C'est quoi notre système? On manque de repères. C'est quoi nos vrais repères? Si je vous dis tout de suite Gédéon Pando, je marche dans la rue, je dis Ndongo Ebanga. Qui est Ndongo Ebanga? Les gens ne savent pas que Ndongo Ebanga, c'est le premier Camerounais qui nous a donné une médaille olympique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des noms que je n'ai pas envie de prononcer, mais si on prononce ici, tout le monde va se retrouver. Mais si vous avez des repères qui ne sont pas des vrais repères, vos vrais repères, comment on va se projeter? Donc c'est vraiment le conseil en gros que je donne, c'est de chercher les vrais repères, des meilleures références pour une meilleure projection. On dit s'asseoir sur les épaules des géants pour voir plus loin que eux. Donc il faut identifier nos géants maintenant. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous venez de suivre un échange très pertinent avec M. Princy Nyangon, qui est architecte au Cameroun et enregistré à l'Ordre national des architectes du Cameroun. Il a exercé dans beaucoup de projets, il a exercé dans beaucoup de chantiers et il a été impliqué dans beaucoup de réalisations dont vous avez eu le soin d'écouter tout le parcours.
Certainement, vous aussi, vous êtes un entrepreneur qui avait une expérience qui peut être expliquée, qui avait un parcours qui peut être transmis. Est-ce que vous aimeriez pouvoir nous recevoir pour un échange pareil afin que cette expérience-là puisse être partagée par notre communauté et puisse inspirer les jeunes qui ont besoin de bons repères, de bons référentiels et surtout des personnes qui sont en étroite ligne avec leurs pensées profondes et surtout leur identité. Nous nous ferons le plaisir de venir vers vous parce que c'est la vision d'aller à la rencontre des entrepreneurs inspirants afin que ce parcours, cette expérience puisse être une lanterne sur le sentier d'un jeune qui est en train de chercher sa voie. Restez connectés parce que de très bonnes choses vous sont réservées pour l'avenir.